à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Geek en série. On est une fois de plus très content de vous accueillir, que ce soit via Radio Campus ou en podcast. Je suis toujours accompagné de James. Bonjour James. Salut à tous et puis salut Faye. Ouais, c'est bien, on sent que tu es l'entrain. Ouais, je suis ready. Pourtant, on parle d'une série qui est très très drôle aujourd'hui, n'est-ce pas ? Ouais, effectivement. Et ouais, on va parler, comme vous avez peut-être pu le voir sur les réseaux sociaux, nous allons parler de Brooklyn Nine-Nine, une très très bonne comédie qui est un peu un coup de cœur pour nous, Ouais. n'est-ce pas James ? Pourtant, j'avais pas trop aimé au début et vraiment. On va en parler on dans en quelques parlera, instants. On commence par raconter. Et pour parler de cette série, eh bien, nous avons un invité avec nous. Il s'agit d'Aurélien. Bonjour à toi et merci d'être avec nous. Bonjour. Voilà. Si tu veux un peu te présenter à nos auditeurs. Du coup, Aurélien Vives, je suis... Nous sommes désolés, chers auditeurs, nous avons eu un petit ennui technique au niveau de la présentation de notre invité. Alors, je vais essayer de reprendre un peu tout ce qu'il nous a raconté pour vous le faire découvrir. Donc, Aurélien travaille chez Panini Comics. Il s'occupe de faire la traduction sur les comics Marvel et Star Wars. Et il fait aussi également les éditos en début de numéro. Et il travaille également sur le magazine Star Wars Insider. Et c'est un grand fan de séries télé. Voilà, j'espère que vous aurez envie... de le découvrir un peu plus et je vous laisse pour la suite de l'émission en nous excusant encore pour ce petit contretemps. Ouais, voilà, maintenant on aime bien avoir justement différents types d'accro-séries télé un peu pour venir discuter avec nous. Ça permet un peu de voir les choses de façon différente et on aime bien ça. N'est-ce pas James ? Et du coup, la sitcom et Star Wars, ça peut être lié vu comme. Ah, tu penses qu'il y aura un sitcom Star Wars James ? Mais non, mais le créateur, enfin, des personnages de Park and Rec par exemple a fait BB-8. Ah oui, c'est vrai, Jean Ralphio a doublé BB-8. Donc du coup, c'est le meilleur personnage du monde. Je le vois autrement maintenant. Et en plus, vu que Jean Ralphio est de Parks and Rec et que le créateur de Parks and Rec et de Brooklyn Nine-Nine c'est le même, on est dans le thème. Voilà. Tout est lié. À quand une interview de Jean Ralphio pour Star Wars Insider, tu vois. Ah, c'est trop bien ça. Avant de partir quand même dans la série, je vais faire quelques petites news nous concernant, ça sera assez rapide. Donc déjà, ce qu'on voulait vous dire, donc vous savez que l'émission est disponible donc en écoute en direct sur Radio Campus, mais aussi en podcast donc sur iTunes, SoundCloud, PodCloud et aussi Deezer. Mais bientôt, vous pourrez aussi écouter l'émission via notre chaîne YouTube, parce qu'on a décidé avec James donc de rajouter les émissions audio sur notre chaîne YouTube, donc James et Faye. Parce que oui, on enlève, avant c'était Amical du Geek, maintenant on reste sur James et Faye, je pense au niveau du nom, donc c'est l'autre nouvelle. Et en plus de ça, on pense reprendre très prochainement les formats vidéo aussi, qui étaient un peu comme ça qu'on a commencé. Ouais. Donc vous aurez du geek en série audio et vidéo. C'est vraiment d'actualité parce que le premier épisode est en train d'encoder en ce moment même. Attention. Donc vous aurez ça sous peu sur la chaîne YouTube. J'espère que ça vous dérangera pas d'avoir du contenu audio sur un truc vidéo. Disons que ça permet d'avoir des plateformes différentes, comme ça vous pouvez commencer à nous écouter chez vous et puis prendre la version après podcast et partir en voiture. Mais je vois il y a plus en plus de podcasts qui le font et je vois que même moi j'ai écouté plusieurs podcasts comme ça en lançant YouTube. Ça, c'est sur un PC c'est peut-être un peu plus ergonomique que de lancer à télécharger un épisode. Donc, ça dépend de sa façon d'écouter les podcasts. Et puis pour finir, donc vous savez, vous pouvez toujours voter, vous avez jusqu'à la fin du mois d'avril pour en gros choisir la série que nous traiterons dans l'avant-dernière émission de la saison, qui sera consacrée à vous, chers auditeurs, puisque ça sera le choix des auditeurs. Et là, on a eu, attention, un coup de théâtre. Jusqu'à présent, on avait Star Wars Rebels et Stranger Things qui étaient au coude à coude. Et là, on a eu une percée de la série Community. Moi, je suis content parce que j'avais pas envie de regarder Star Wars Rebels. Oh là là, mais c'est très très bien. En plus, ça finit. Bon, là, ça sera fini quand vous aurez écouté le podcast. Mais là, je suis. Est-ce que tu es content de la dernière Non, mais je dirais rien, mais j'étais très très triste dans les épisodes. Et Aurélien, est-ce que tu regardes Star Wars Rebels ? Je suis pas encore à jour, mais oui, je regarde, évidemment. Ouais, je ne dirai rien, Mais c'est vraiment des très bons épisodes, je trouve, pour finir. On verra le final, mais voilà. Donc en tout cas, si vous voulez voter, c'est très très simple. Vous nous laissez un petit commentaire sur la page Facebook Geek en série, le podcast, je précise bien, attention. Et sinon sur Twitter, vous pouvez nous envoyer un mail ou nous laisser un commentaire sur iTunes.
C'est très très simple, faut juste nous envoyer la série qui vous intéresse. Alors ça peut être une série qui est déjà sur le tableau que je vous ai partagé, ou ça peut être une série que vous voulez nous rajouter encore plus. Allez-y, faites-vous plaisir, c'est votre N'hésitez émission. pas à mettre des vieilles séries, je sais pas. Ouais, genre Manimal, j'attends toujours qu'on en parle. L'agence Stories. Non mais un jour j'arriverai à le faire le geek en série Manimal. Hein, j'y tiens. Il y a que toi qui te souviens de cette série. Mais c'est pas vrai. Non, je m'en souviens. Tu vois, je ne suis pas seul, James. On est beaucoup à aimer Manimal. Hein. Alors j'ai dit que je m'en souvenais, pas que j'aimais. Mais si, tu aimais, mais tu le sais pas. C'est que 8 épisodes et tu en parles comme si c'était un truc culte. Mais pour moi, ça passait tout le temps. Je pensais qu'il y avait plein de saisons et j'étais très triste d'apprendre qu'il y avait que 8 épisodes en fait. Donc en tout cas, on remercie ceux qui ont déjà voté et on vous encourage donc, à vous faire Continuez à voter pour Community, moi ça m'arrange. Ouais, en plus, c'est lié à Star Wars, attention, puisque on a Lando Calrissian. Et ouais, effectivement, j'y avais pas pensé. Tu vois, il est parfait. Hein. Bref, on va pas rentrer dans du Star Wars, sinon on fait un podcast de 4 heures. Moi, je veux un film Lando avec Donald Glover. Mais peut-être. Ce serait trop bien. On verra bien. En tout cas, il y aura un comics vu. Oui, bon. Bref. Alors, James, je te propose, s'il te plaît, qu'on parte dans le sujet de Brooklyn Nine-Nine. Alors, on va déjà lancer un petit bout de générique, parce que le générique, il est très très bien. Et ensuite, tu nous présentes la série. Vas-y James, fais-nous une présentation de la série. Alors, Brooklyn Nine-Nine, c'est une série de 2013 qui a déjà 5 saisons à son compteur, donc c'est pas mal. C'est très très bien même. C'est créé par 2 personnes, Dan Gore, ou Gour, je ne sais pas, et Michael Schur. Donc Dan Gore, vous le connaissez peut-être puisqu'il a travaillé sur Park and Recreation, qui est la meilleure sitcom de tous les temps, je tenais à le dire. Et il a bossé aussi sur des shows comme le Carson Daily Show et le Conan O'Brien, c'est le Late Show, c'est le Late Show. Donc il devait être scénariste sur ça. Et Michael Schur, il a travaillé en tant que scénariste et producteur sur The Office US, qui est la 2e meilleure série du monde, je pense, et qui y avait un rôle très marquant puisqu'il jouait le cousin de Dwight, Moss, qui était ou Moïse. Non, c'est Moïse plutôt. Enfin, en français ils disent Moïse, mais en VO ils disent Moses ou un truc comme ça. Mais il m'a fait prendre un fou rire, mais un truc de fou. Très marquant, on va dire. Surtout de nuit. Et c'est aussi le créateur de Park and Rec, comme Aurélien l'a dit. Et dernièrement, il a créé The Good Place, que moi j'ai moins bien aimé, mais que je conseille fortement. The Good Place, c'est génial. C'est. En plus, ça se passerait dans le même univers que Parc et Récréation. C'est vrai qu'on voit un magazine avec justement le parfum une pub pour le parfum de Jean Ralphio dans The Good Place. Non, mais c'est vraiment une série que je vous conseille et j'espère un jour en parler dans une émission. J'aime beaucoup Kristen Bell, mais moi j'avais pas trop aimé la saison 1. Mais ça, tu vois, la saison 2, ça part dans autre chose, tu peux jamais deviner à l'avance ce qui va se passer dans cette série. Okay. Ouais, voir à l'intérieur même d'un épisode, de savoir ce qui va arriver à la fin de l'épisode, c'est assez compliqué. Mais ouais, non, très bien. Et je me permets d'intervenir. Michael Schur, il a aussi travaillé au tout début de sa carrière sur The Comeback, qui est une série assez exceptionnelle d'HBO, où il y a eu que 2 saisons qui ont été en plus séparées par 13 ans ou un truc comme ça. C'est très dur à trouver, que ce soit légalement ou par d'autres biais, mais c'est très 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 bien. Il y avait Lisa Kudrow, il me semble. Oui, c'était l'actrice principale et c'est une série qui avec un humour lié au malaise qui était assez exceptionnel. Je valide. Okay. Vas-y James, alors, continue à nous parler de cette série. Je pense que le plus important de cette série, c'est les personnages. On en parlera après. On va passer sur le cast. Alors le cast, le personnage principal c'est Andy Samberg, qui a bossé pas mal pour le SNL, donc le Saturday Night Live. On l'a vu dans pas mal de comédies avec des trucs pas génial, avec Adam Sandler ou Ben Stiller, je sais plus. Adam Sandler, il en a fait, ça c'est sûr. Je suis pas très fan d'Adam Sandler. Et il a un personnage dans Park and Rec qui est assez exceptionnel aussi. Il joue une espèce de gardien d'un parc. Qui hurle tout le temps. Ouais, et il a fait du doublage, notamment le très oubliable Hôtel Transylvanie.
que je n'aime pas du tout. Il fait l'humain, je crois, dedans. Ouais, il fait l'humain. Ouais. Sinon, il y a André Breuger, peut-être, à ce moment-là. Qui c'est un inspecteur dans Kojak. Ouais, alors lui, c'est le capitaine Holt. Ouais, le capitaine Holt, ouais. Moi, Kojak, ça me parle pas du tout. Bah, mais... Kojak, tu connais pas, c'est une série culte avec Telly Savalas. Oui, mais c'est pas de mon. Il suçait des sucettes. C'est pas mon époque, Kojak. Bah, ça repassait pas mal dans les années 80, 90. Bon, en vrai, c'est vrai que t'es un peu plus jeune que moi. Il avait un personnage important ou c'était un. Bah, alors, apparemment, c'est un inspecteur qui revient dans plusieurs épisodes. Alors, je t'avouerai que ma mémoire remonte à l'enfance quand même sur Kojak, donc c'est un truc que je voyais en fond. Okay. On l'a vu dans Fréquence Interdite. Donc dans le film Fréquence Interdite. Le premier, pas le deuxième. Ouais, le premier, ouais. Ok. Et dans la série Homicide aussi, il était dedans. Qui était une très très bonne série d'ailleurs. Ok. Et le premier Fréquence Interdite, c'est celui avec Kevin Bacon et. Non, Fréquence Interdite, il n'y a pas Kevin Bacon. Ah, c'est pas Fréquence Interdite. Ah non. Fréquence Interdite, c'est avec. Je confonds avec. C'est avec le souci d'Harrison Ford, comme tu avais Dennis Quaid. Voilà. Oui, je confonds avec le film où l'expérience. L'expérience interdite, c'est pas pareil, James. Je me suis trompé. Et on le voit aussi dans le 4 Fantastiques et le Surfeur d'argent. Ouais, apparemment, il fait un général dans le film. Qui est un de mes guilty pleasures parce que j'aime beaucoup les Surfeurs d'argent et ce film n'est pas génial, mais ouais, je trouve que le Surfeur d'argent est stylé dedans. Donc, ouais. Je ne vais rien dire. Moi, je dirais juste que moi, j'ai fait un compteur des fois où Julian McMahon ferme la bouche parce que ce mec a toujours la bouche ouverte. Voilà. Je suis en train de regarder. Surfeur d'argent, oui, il y a aussi. Bah ouais, je l'ai vu dans Dirk Gently parce que je suis en train de revoir la série. Vous saurez bientôt pourquoi. Et dans la scène où il a toujours la bouche ouverte. Donc c'est. Oui, mais c'est la chirurgie esthétique. Ça. Non, mais je sais pas. Il doit avoir une sécheresse, même dans le Charmed. Hein, il avait la bouche ouverte tout le temps. Cet acteur, c'est. Enfin bref, vas-y, continue. On va passer à Terry Crews, que vous avez peut-être vu dans Idiocratie, le film, où il faisait le président des États-Unis, un président assez spécial. J'en resterai là. On le voit dans Expandable. Je me souvenais pas qu'il était dans Expandable. Et dans Tout le monde déteste Chris. Oui, c'est vrai qu'il faisait le père. Tout le monde déteste. Bah, elle était pas mal cette série. Moi, j'aimais bien. Ouais. C'était justement basé sur la vie de Chris Rock. Ouais, de Chris Rock, voilà, que vous pouvez voir notamment dans L'Arme Fatale 4, entre parenthèses. Effectivement. C'est ça tes références, Chris Rock? Oui, parce que j'aime beaucoup L'Arme Fatale 4 et quand je peux parler de L'Arme Fatale, tu vois, j'en profite. D'accord. Bon, Terry Crews, c'est un acteur que j'aime beaucoup, qui joue son personnage. On trouve plus non. Il joue justement un des flics qui a un Terry. Le sergent Terry Ford. Ouais, voilà. Terry Ford. Ensuite, j'aime le même. S'il te plaît, continue. On va passer à Melissa Gallo qui était dans Gossip Girl, qu'on a vu dans Le Mentaliste ou dans les ouais, elle a fait des apparitions comme ça dans beaucoup de séries. Okay. On va enchaîner un peu plus vite. Il y a Joe Truglio qui a fait pas mal de trucs aussi. Avec Judd Apatow et qu'on vous voyez dans un truc que je vous ai conseillé dans Ciné Blabla d'ailleurs. We Hot American Summer, qui est un film assez marrant et assez cool. Mais il y a deux séries après qui suivent, une série préquelle et une série qui est en fait la suite du film. Mais il y est pas dans le film, lui. Si, il y est dans le film. Ouais, il y est. Ouais, okay. Et il joue aussi dans Role Model, Les Grands Frères, je crois que ça s'appelle, qui est sur Netflix depuis peu et que j'ai revu et qui est vraiment très très sympa. D'ailleurs, voilà. Ah bah je l'ai pas revu celui-là encore. Et il était aussi, je sais plus si tu l'as dit, James, il est aussi dans un de mes guilty pleasures, si tu veux, James. Pitch Perfect 1 et 2. Il fait un truc qui change. Il est dans Pitch Perfect, je me rappelais plus. Ouais, il est dans le 1 et le 2, il est dans un des groupes, je sais pas si c'est des groupes un peu de vieux. Oui, maintenant je me rappelle, oui. C'est très bien Pitch Perfect. Ouais. Bah le 3 j'ai pas vu encore et apparemment on m'a dit qu'il était décevant le 3. Donc, Alors ensuite, mais c'est un acteur que j'ai redécouvert, je le trouvais pas dans les trucs de Judd Apatow, je le trouvais un peu en dessous des autres. Et il a un vrai sens de la comédie. Mais la série franchement permet vraiment de redécouvrir pas mal de talents. Moi c'est vrai que l'acteur principal de la série, je l'avais vu que dans des comédies un peu pas terribles et j'avais pas une super opinion du gars et c'est vrai que là vraiment il me fait mourir de rire. Mais face à Adam Sandler, tu peux pas faire. Mais il avait fait qu'avec ça. Il avait fait des sketchs pour le SNL avec un faux groupe de musique, le Lonely Island, et qui était vraiment très très drôle et avec qui je vais réussir à retrouver. Je crois que si je me rappelle bien, c'était avec Justin Timberlake en fait. C'était un faux groupe de musique où il était avec Justin Timberlake. Et oui, ça me dit quelque chose. Je conseille parce que c'est vrai que les clips sont très drôles pour le coup. C'est clair. Mais si vous avez l'occasion de revoir un peu ce qu'il a fait sur le Saturday Night, allez-y, c'était marrant. Dernièrement, d'ailleurs, il a fait un rap en guest star avec Nathalie Portman. Bon, c'est plus que...
c'est plus que discutable pour moi, mais bon, entre parenthèses. Ouais, tout comme tout ce que fait Nathalie Portman. Et j'ai un peu de mal avec Nathalie Portman. Bon, c'est pas grave, c'est pas le sujet d'émission. On va passer à Stéphanie Béatrice, que vous avez peut-être vu dans Closer, et qui a été dans Modern Family aussi. Elle fait la sœur de Gloria en fait. Ouais, celle qui tombe amoureux de machin. Ouais, je m'en souviens. Bah, c'est le comment elle s'appelle, qui était aussi dans Machete, celle qui fait Gloria. Oui, Sofia Vergara. Sofia Vergara, merci. Et moi, le perso le plus marquant pour moi de toute la série, c'est notre chouchou. C'est notre chouchou, effectivement. C'est Chelsea Peretti, qui est une humoriste et qui fait du stand-up. Mais je crois que Sandberg aussi fait du stand-up. Il en a fait aussi, ouais. On a oublié de le signaler. Ouais. Et d'ailleurs, allez voir le spectacle sur Netflix de Chelsea Peretti, qui est vraiment exceptionnel et vraiment très très. Ah ouais, on a bien ri. Et on la voit dans Park and Rec aussi. Oui, elle a apparemment un petit rôle dans Parc et Récréation. Et je t'avouerai que ça m'avait pas marqué sur le coup. Faudrait que je revoie. Tu vois, une occasion de revoir la série. Du coup, alors un petit pitch de Brooklyn Nine-Nine, c'est la vie d'un commissariat de Brooklyn, d'où le nom Brooklyn Nine-Nine. Donc c'est la vie de ce commissariat, et au début de la saison 1, il est dirigé par un mec qui est un peu absentéiste et qui s'en fout un peu de son travail, qui laisse ses employés faire qui laisse les flics qui bossent dans ce commissariat faire un peu n'importe quoi, et va arriver pour le remplacer un commissaire qui est joué par André Brouwer, donc c'est le capitaine Ray Holt, qui lui est très strict et très pour la discipline, qui fait tout pour que sa carrière soit vraiment exceptionnelle, parce que il a eu de base on lui a mis des bâtons dans les roues, puisque il est noir, donc déjà c'est plus dur pour quelqu'un de couleur d'avoir de l'avancement, et en plus il est ouvertement gay. Il a fait son coming out dès le début, donc il a encore eu plus d'handicap pour pouvoir avoir sa place de capitaine. Et là, il va arriver en tant que capitaine dans ce commissariat, avec toutes ces personnalités de haut couleur, notamment Andy Samberg qui joue le capitaine Jake Peralta, et qui est un peu un policier de génie un peu, mais qui a des gros problèmes avec l'autorité. On parlera après des persos de James, donc fini quand même, parce que sinon tu vas nous raconter toute la série. Oui, je vais pas raconter toute la série, mais du coup, toutes ces personnalités vont un peu se frictionner, se rencontrer, se mélanger. Ça va créer des situations marrantes, et ça va être comment en fait ils vont se transformer comme une famille, parce que au final, au bout de 5 saisons, c'est devenu une famille, et voilà. Ok, merci James. Alors du coup voilà, on va essayer donc avec cette émission de vous montrer à quel point on aime la série et vous montrer pourquoi on l'aime. Et on va commencer par parler justement de l'histoire, comme tu as dit James. Ouais. Donc justement, l'histoire, je vais vous demander en gros comment vous voyez un peu la façon dont c'est raconté, la structure d'un épisode. Est-ce que c'est plus un enchaînement de sketchs? Est-ce que ça peut être une structure un peu comme les Simpsons? Et on l'a pas dit, c'est une sitcom, mais du coup c'est un format de 20 minutes, donc ça a une importance sur comment l'histoire est structurée. Merci James. Je vais demander du coup son avis donc à notre invité Aurélien, si tu veux nous parler un peu de la façon dont tu vois les histoires dans la série, enfin les épisodes. Ouais, alors on est sur un aspect assez classique des sitcoms, où en fait, vu qu'on a une galaxie de personnages, on va suivre 2, voire parfois 3 intrigues en parallèle, avec des paires de personnages qui vont être différents à chaque épisode. Donc en ça, c'est assez classique. Après, là où je trouve qu'elle est déjà moins classique, c'est que elle traite le côté elle traite le côté des enquêtes du commissariat de manière assez premier degré. L'humour, il vient pas forcément des enquêtes en elles-mêmes. Les enquêtes, elles sont en général relativement classiques, on va dire. Enfin, c'est comme ça que je le ressens. Et du coup, il y a une vraie variété par des enquêtes très différentes, et aussi parce qu'il y a des épisodes où en fait il va avoir assez peu d'enquêtes, il va avoir d'autres trucs. Après, il y a des épisodes spéciaux qui vont être sur des intrigues qui vont s'étaler sur plusieurs épisodes, voire les épisodes d'Halloween par exemple, où il y a une structure particulière à chaque saison, et voilà. Donc je trouve qu'il y a on n'est pas sur quelque chose de très on n'est pas sur une originalité folle, on reste sur un truc à la fois policier et à la fois sitcom assez classique, mais à la fois il y a une vraie variété, je trouve, d'un épisode à l'autre. On n'est pas dans une structure hyper figée, je trouve. Voilà.
Ok. James, Moi, je trouve réagis? qu'elle est bon. C'est pas super original, comme tu le disais. Les enquêtes, c'est pas, ça reste c'est des enquêtes de cop show normal. Il y a pas pas le truc oufissime. Mais je trouve que la qualité de la série, c'est qu'elle arrive vraiment à se renouveler. Il y a pas pour un exemple d'un autre cop show, par exemple Castle, au bout d'un moment, quand t'as vu un épisode de Castle, t'as un peu vu tous les épisodes de Castle, ils sont construits de la même manière, et même si t'as un fil rouge et des autres trucs, et en plus c'est beaucoup plus long qu'un truc de Brooklyn Nine-Nine, avec Brooklyn Nine-Nine, il y a des moments où c'est les enquêtes qui sont drôles, et tout l'épisode va être sur l'enquête, mais t'as des autres épisodes où, comme tu disais, il y a les épisodes d'Halloween où il y a des trucs qui reviennent à chaque saison, ça va être un truc différent. Des fois c'est juste le quotidien des personnages, ils arrivent vraiment à renouveler ça. Et un truc qui moi m'a marqué, c'est que au début il n'y avait pas du tout de fil rouge. Et au fur et à mesure qu'on avance dans les saisons, ils ont réussi à rajouter un petit fil rouge à chaque fois. Et à chaque fois, je trouve que c'est intéressant et ça amène des trucs cool. Et je trouve que c'est un des points marquants pour cette série, c'est qu'ils vraiment ils sont toujours dans le nouveau truc. Il y a toujours des nouvelles façons de faire rire, et il y a vraiment pas de structure d'épisode comme beaucoup de sitcoms, par exemple Friends, c'est souvent un peu la même chose, et là il y a vraiment Mais c'est vrai, puis il y a souvent des sitcoms où justement on va avoir des gags récurrents qui vont revenir, des trucs des fois un peu énervants. Je prends un exemple, le truc qui m'énerve le plus, c'est dans La Vie de famille, encore une fois le personnage de Urkel qui à chaque fois fait une bêtise et dit ah c'est moi qui ai fait ça. ouais. C'est voilà, et dans cette série là on n'a pas ça. Il y en a un peu, le personnage de Scully et de peut-être eux, mais c'est beaucoup plus dilué en fait. C'est vrai que le fait de changer la structure des épisodes régulièrement et que les humours des personnages soient, je trouve, assez différents tous, ça fait que on n'a pas une certaine lourdeur dans le côté c'est encore le même type d'humour que ce qu'on a déjà vu les 12 fois précédentes. Je trouve que c'est vrai. C'est ça. Non, mais je suis d'accord. Et puis moi, ce que j'aime bien, c'est que ça reprend des codes justement de films policiers, de team movie, des choses comme ça, et ça les détourne, mais en même temps, ça fait pas comme une parodie classique. Parce que par exemple, je prends un exemple, James, après je te donne la parole. Il y a une série par exemple, qui s'appelle Angie Tribeca, si je me trompe pas, avec justement l'actrice qui était dans Parc et Récréation, je sais plus son nom. Je sais plus. Si Jones. Rashida Jones. Rashida Jones, voilà, où c'est carrément une parodie, un peu comme les Y a-t-il un flic ou les choses comme ça. Et là, dans cette série-là, on a vraiment une série qui pourrait, si ça avait été tourné dans un ton tragique, dramatique, comme n'importe quelle série policière, ça tiendrait le coup. Mais là, en fait, comme on a derrière les persos qui ont leur propre personnalité, qui sont déjà un peu déjantés, c'est ça qui fait que cette série va être détournée et partir sur l'humour. Donc c'est pas mal. Je vois que James il veut participer. Ouais, j'ai une comparaison qui est d'ailleurs ça m'étonne que tu l'aies pas fait. En ce moment, on est en train de se refaire Psych, enquêteur malgré lui, qui est une série très très cool, qui est une série qui a une structure qui est un peu tout le temps la même, parce que c'est toujours une enquête qui revient. Mais je trouve qu'il y a un lien avec Brooklyn Nine-Nine, parce que en fait l'humour il vient beaucoup des personnages, mais aussi des situations, parce que comme c'est une série d'enquêtes, et Brooklyn Nine-Nine aussi, il y a beaucoup d'interactions avec le monde extérieur et avec d'autres personnages qui arrivent et qui souvent l'accusé ou la personne à qui il est arrivé le crime, souvent ils sont marrants parce qu'il y a un lien avec ça, et je trouve que il y a une façon de se moquer de la pop culture et de jouer avec la pop culture que Brooklyn Nine-Nine a beaucoup aussi. Ils font pas ils balancent pas des références, mais ils jouent avec les références. Mais c'est ça, par exemple dans Psych, à chaque fois qu'on regarde un épisode, on dit c'est l'épisode super-héros, c'est l'épisode mais Brooklyn Nine-Nine ils font la même chose. Et Brooklyn Nine-Nine, c'est vrai qu'on aime ça, et même sur les épisodes spéciaux comme l'épisode d'Halloween que tu as cité tout à l'heure, Aurélien, c'est génial. À chaque fois on les attend avec impatience parce que c'est complètement délirant. En fait, en gros, le but c'est que chaque personnage il cache en fait je crois que c'est une ceinture ou je sais plus quoi, de meilleur détective du monde, et en fait le but c'est que à minuit quelqu'un en fait la sorte, enfin en disant il y a tout un jeu en fait, à chaque fois il doit la voler au capitaine ou à celui qui l'a gagné en fait, et à la fin, donc à minuit, celui qui a la ceinture c'est le meilleur détective. Et donc à chaque fois ils font des épisodes, mais c'est un truc de fou. On va avoir des épisodes style casse, des épisodes style un peu Mission Impossible, enfin ils arrivent vraiment à faire des trucs complètement dingues. Au début c'était juste Andy Samberg et Jack Peralta et le capitaine qui s'engueulaient sur ça, et au fur et à mesure il y a tout le commissariat qui s'y met, et c'est
ça devient de plus en plus fou et vraiment moi c'est des épisodes que je kiffe, les épisodes d'Halloween sont vraiment bien. Ouais, on est d'accord, James. Mais après aussi au niveau de l'histoire, on a quand même des moments dramatiques. On verra après comment sont traités ces moments-là. Mais je trouve qu'il y a quand même une balance entre le côté touchant, dramatique et l'humour. Et j'ai envie de me demander, vous qui avez vu d'autres productions de Michael Schur, est-ce qu'on retrouve un peu une signature, par exemple, des références, des liens avec par exemple ce qu'il a fait sur The Office ou sur Parks and Recreation ou même The Good Place? Moi, je trouve complètement, en fait, en mettant The Good Place à part, parce que de toute façon c'est une série qui est vraiment à part, mais The Office, Parks and Rec et Brooklyn Nine-Nine, on est un peu dans la trilogie de la vie de la vie de bureau en fait. The Office vraiment de bureau, Parks and Rec de l'administration, Brooklyn Nine-Nine du commissariat, mais on est un peu à chaque fois dans cette approche-là, une approche en fait assez réaliste, c'est-à-dire il y a un vernis d'humour et de personnages délirants et de situations où on augmente toujours le niveau du côté pas réaliste justement du truc pour faire rire, mais globalement c'est réaliste, et vu que c'est réaliste, il y a aussi ce traitement justement où on va avoir à la fois des moments drôles et à la fois des trucs pas drôles, tragiques, etc. The Office était peut-être celle où le côté tragique ou en tout cas pesant apparaissait le plus, mais pour ceux qui ont vu Parks and Rec, voilà, on a aussi quand même plein de moments où c'est pas forcément drôle, il va avoir une vanne ici et là, mais on est plus sur la description des personnages, ce qui leur arrive, etc. Et Brooklyn, je trouve, y arrive vraiment bien aussi. Et je trouve que même, elle y arrive peut-être tout de suite bien. La saison 1 de The Office et la saison 1 de Parks and Rec, elles sont globalement considérées comme étant moyennes. Voilà, c'est déjà très bien, mais les deux séries mettent un petit peu de temps avant de trouver leur rythme. Je trouve que Brooklyn y arrive beaucoup plus vite, en fait. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Par exemple, sur The Office, j'ai vraiment commencé à rentrer dedans à partir de la saison 2. Bon, après, sur Parks, c'est vrai que avec James, on a eu de suite un coup de cœur pour Chris Pratt qui nous a fait énormément rire. Donc, on est plutôt rentré facilement dedans. Après, le problème avec Parks and Rec, c'est que le personnage de Leslie Knope, au début, j'ai l'impression qu'il se moque de Leslie Knope, alors que plus on avance dans la série, plus on se moque pas de Leslie Knope, on vit avec elle et on a envie de vivre avec elle. C'est un peu comme le perso de Steve Carell dans The Office. Hein. Ouais. Et c'est vrai que sur les saisons 1 de The Office et de Parks and Rec, le curseur sur le personnage principal, il est pas très sympathique, quoi. Alors que dès la saison 2, ils les rendent un peu plus sympathiques. Alors toujours avec des excès et du coup pas toujours 100% sympathique, mais surtout Steve Carell. Mais voilà. Mais on a plus d'empathie pour eux. Sur Brooklyn Nine-Nine, je trouve que les personnages sont tout de suite beaucoup plus complets. C'est-à-dire entre le premier épisode de Brooklyn Nine-Nine et les épisodes actuels, les personnages ont bien sûr évolué et ont plus de couches, on va dire, voilà, mais on a le perso a pas eu besoin d'être décalé, je trouve. On est sur les mêmes persos qu'au début. James. Après, je sais pas si c'est l'originalité de Brooklyn Nine-Nine ou son atout ou un défaut. Je trouve que les persos sont beaucoup plus équilibrés que sur Parks and Rec et sur The Office. Ou sur The Office, moi je sais par exemple que j'ai un fort attrait à personnage de Michael Scott et celui d'Andy. Jim. De Jim et de Pam. Mais après les autres personnages c'est moins. Dwight. Dwight c'est le meilleur. Dwight. Ouais, mais il y a plein de personnages cool, mais il y a pas vraiment. Alors que sur Brooklyn Nine-Nine, tous les personnages sont importants, tous les personnages sont cool, tous les personnages. Mais malheureusement, il y a, à part Jack Peralta et Gina, il n'y a pas de personnage comme Michael Scott qui vraiment va te faire attacher vraiment beaucoup à la série et vraiment te. Moi, je trouve que c'est l'ensemble. Là, en fait. Ouais, je les aime tous. C'est vrai que c'est plus un ensemble cast, quoi. Il y a ce côté, on a tous les personnages qu'on aime. C'est vrai qu'il y en a moins un qui sort du lot, mais c'est vrai que du coup on aime, on a envie de tous les voir. Et c'est vrai que c'est quand même, je trouve, une force, ouais.
il y a une vraie, ce que je disais, je sais pas si je l'ai redit de cette fois-là, mais un côté familial. C'est vraiment une famille qui se forme. C'est ça. Et on a envie d'être dans cette famille. Et finalement, le côté famille, c'est peut-être nécessaire aussi parce que c'est vrai que c'est des policiers qui vivent des choses pas faciles et c'est une notion qui revient souvent dans les films américains, voilà, qui traitent de ça. Donc c'est peut-être pas anodin que justement là ils aient mis l'accent sur le côté, voilà, groupe, que sur l'individualité des personnages. Il arrive à traiter des thèmes vraiment. Enfin, moi, on va en parler après. Peut-être un autre truc par rapport au lien avec Michael Shore. Oui. Je trouve que les 3 séries, elles ont des trucs qui leur ressemblent, mais les 3 séries ont vraiment un humour propre à elles. Enfin, The Office a vraiment son humour spécifique à The Office, il y a l'humour spécifique à Park and Rec, et je trouve qu'il y a vraiment un humour, une identité quoi en fait. Ouais, une vraie identité à chaque série. Et le truc qui moi je pense que c'est la patte de Michael Shore, c'est qu'il arrive à faire des personnages qui sont super drôles mais qui sont super attachants. Et par ce que tu disais un peu, c'est des personnages à qui il arrive des trucs bien et avec qui on rigole, mais avec qui ont un côté un peu pathétique à chaque fois. Il y a le passé et l'enfance de Jack qui est difficile, et le passé du capitaine aussi, elle est un peu plus difficile, et il arrive à amener ça et on s'attache plus au personnage quand on voit ce genre de choses qu'à d'autres. Justement, parce qu'on est sur les personnages, on l'a bien compris, c'est la force de la série. Est-ce que vous trouvez qu'ils sont bien écrits, qu'ils sont pas trop caricaturaux? Tiens, vas-y, Aurélien. Alors, c'est sûr que sur 5 saisons, les aspects les plus caricaturaux des personnages, ils sont évidemment mis en avant pour l'humour. Je pense bien évidemment à Boyle par exemple, où son amour de la cuisine bizarre, ou sa bromance excessive avec Jake sont peut-être plus mises en avant maintenant qu'au début, peut-être, parce que c'est vrai que c'est là où c'est le plus drôle, mais malgré ces aspects-là où justement parfois on met plus en avant les côtés caricaturaux, je trouve que vraiment il y a une vraie écriture fine des persos, et c'est vrai que on s'y attache justement parce que aussi ils sont crédibles. Encore une fois, il y a ce côté réaliste des personnages où on arrive à se projeter, sur eux et sur leur et sur leurs problèmes du quotidien en fait. Tu te projettes bien à Gina vers beaucoup d'aspects, non? Ah mais elle est excellente. D'ailleurs, on peut essayer un peu de présenter. Donc là, tu cites Gina. Alors... En fait, c'est la secrétaire du bureau. Ouais. Et en gros, elle passe sa vie sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, à commenter des trucs, à se fighter avec des gens. Mais avec encore plus en avance que les hipsters. Avec sa communauté qui la suit. Voilà. Et en même temps, elle arrive à apporter quelque chose dans le bureau parce qu'elle est souvent là, par exemple, pour régler des petits soucis. Elle arrive à vraiment bien fonctionner avec les personnes, je sais pas, avec le chef par exemple qui est très droit, ils ont quand même ils fonctionnent bien tous les deux. La preuve c'est quand elle est pas là, il va pas bien en quelque sorte. Enfin, elle arrive vraiment à être un peu l'atout de génie. Mais en fait, Chelsea Peretti et Andy Samberg sont des potes d'enfance, et il y a vraiment, enfin on le sent vraiment dans leur interaction. D'ailleurs, dans la série c'est pareil, c'est des potes d'enfance aussi, ils ont été élevés par la même personne. À un moment ils en parlent, c'était la grand-mère de je sais plus qui, et que justement après il avait récupéré l'appartement. Il y a une histoire comme ça. Je sais plus. Si, il y a une histoire comme ça. En tout cas, dans leur interaction, on sent vraiment qu'ils sont. À mon avis, c'est une série où il y a beaucoup je trouve plus le mot. D'alchimie. Non, pas d'alchimie, d'interaction. Les acteurs d'improvisation. Et je pense que dans parce que même dans son spectacle qui est sur Netflix, elle parle de Andy Samberg. Il y a des photos d'Andy Samberg à un moment. Par exemple, rien que une chose que je vous conseille, c'est aller voir l'Instagram et le Twitter de l'actrice. C'est juste à mourir de rire, quoi. Elle poste tout et n'importe quoi. Par exemple, là, dernièrement, elle est allée au Spirit Award avec son mari qui a reçu des prix pour son film, Get Out, et elle postait des photos mais n'importe quoi. Enfin, c'est vraiment limite, elle faisait style de se moquer de son mari, mais c'était super drôle, et donc moi je la vois un peu comme c'est Lady Gaga mais qui serait secrétaire en fait. Il y a un petit côté comme ça, un peu de ça, Puis en même temps elle dit qu'elle est artiste, elle fait de la danse et tout, il laisse faire n'importe quoi. C'est un peu genre, c'est le commissariat lui appartient en quelque sorte. Ouais. Donc elle c'est un personnage, il est un peu dur à définir, mais c'est un personnage très très drôle. Après vous avez donc Jack par exemple. Jack qui c'est un
C'est un petit surdoué parce qu'il arrive bien à en faire ses affaires et en même temps il a un côté très gamin et il est en recherche un peu du père qu'il n'a jamais eu parce que on voit très bien son père c'est un peu un salaud, vous verrez. Il y a des soucis de famille. Moi, et il le trouve dans le capitaine, un peu plus intelligent et qui serait devenu flic. Tu veux dire quoi que ça serait Andy Dwyer, enfin le personnage de Chris Pratt dans Parks and Rec, qui serait un peu plus intelligent. Genre Burt McLean, FBI, quoi, c'est ça. Voilà. C'est Burt McLean en fait, c'est le futur Burt McLean. C'est vrai, c'est le vrai Burt McLean. Voilà, tu résumes bien, James, bravo. Parce qu'il a ce côté enfantin, il est genre par exemple, il a une passion pour Die Hard. C'est trop bien. Il arrête pas de citer Die Hard plein de fois. À un moment où ils sont à Los Angeles, ils vont à l'immeuble. Pas trop spoiler quand même. Ouais, bon, c'est juste un détail. Mais j'avoue que je ferais la même chose que lui si j'allais dans l'immeuble qui est servi au film. C'est un immeuble de la Fox d'ailleurs. Et ils refont des trucs de Die Hard et tout. Il y a plein de trucs comme ça. Il a des délires vraiment drôles. Genre il arrête pas d'inventer des sports quand le capitaine n'est pas là. Ils font plein de conneries. C'est lui qui apporte le dynamisme, je pense, dans le groupe. Et c'est un peu le liant entre tous les personnages. Jack, non? Ouais. Oui, vas-y. Ouais, c'est vrai. En plus, je trouve que il y a ce côté. En fait, il est toujours un peu à fond. Et c'est vrai que je trouve que pareil, c'est bien écrit parce que il est pas too much. Il fait des vannes, etc. et tout ça, mais il fait son boulot. Il est en train de travailler. Il est bon dans ce qu'il fait. C'est juste qu'il est brouillon et pas très mature, mais ça reste des qualités qui sont crédibles, quoi. Et du coup, il y a son antithèse qui est le personnage, j'ai oublié le nom. Rosa ou non, Amy Santiago, Amy, donc qui au début est vraiment l'antithèse. Elle est très bureaucrate, elle est très. Elle idolâtre justement le capitaine. Elle aimerait qu'il soit son mentor. Ouais, elle est très dans l'administratif. Elle est très coincée en fait. Elle aussi c'est une génie de l'enquête. Elle est très très forte en enquête, mais c'est un peu pour faire un lien encore une fois, c'est Monica de Friends qui serait devenue enquêtrice. Je sais pas si. Mais tu vois après. Vas-y. J'allais dire complètement. Il y a ce côté très très cadré comme Monica. Ouais, c'est vrai qu'on y pense. Mais après, au niveau des persos féminins, je trouve que c'est assez intéressant parce que dans ce milieu-là, qui est un milieu dur, pour s'imposer, c'est pas facile en tant que femme. Et on a donc ce personnage-là qui va être plutôt très rigide, bien vérifié, qu'elle en fera rien, qu'elle suit bien les règles et tout. En fait. Et puis on a le perso de Rosa, qui est un perso que j'aime beaucoup, qui elle va absolument se la jouer badass parce que on a l'impression que pour elle, il faut absolument pas qu'elle montre qu'elle a est l'incarnation du badass, je pense. C'est vraiment. Il faut pas lui parler de travers si on se prend une tarte. Elle roule à moto, elle tout le temps des trucs en cuir. Moi j'aime beaucoup, elle me fait bien rire. Je crois qu'à un moment elle dit qu'elle a une hache et quelqu'un lui dit mais pourquoi t'as une hache et elle fait qui n'a pas de hache. Elle sort avec un mec qui est encore plus fou qu'elle. Ouais, mais tu sais, c'est intéressant parce qu'en plus, ça traite un sujet qu'on voit souvent dans les films policiers, c'est les gens qui sont traumatisés après avoir été sous couverture pendant un moment. Ouais, mais son mec a été sous couverture avec la mafia pendant longtemps. Il a torturé des gens et tout. C'est un peu genre un flic dans la mafia. Il y avait une série, un flic dans la mafia, c'est tiré d'un film. Et puis le film avec Johnny Depp aussi et comment il s'appelle Attends, c'est Darko. Non, oui c'est ça. Moi je pensais aux infiltrés. C'est Donnie quelque chose, Brasco. Donnie Brasco. Brasco, ouais. Ouais, parce que chaque fois je confonds toujours entre Brasco et Darko. Darko, tu vois. Ouais. Darko, il y a un lapin. Voilà, je vais retenir comme ça, je crois, à force. En tout cas, Rosa Diaz, elle est très... mais c'est marrant parce qu'elle est très badass et tout, mais elle arrive à quand même, elle a des moments d'émotion et tout. C'est vraiment... elle est très proche aussi du capitaine qui lui fonctionne un peu pareil et on voit c'est pareil lui en tant que comme t'as dit de personne d'origine afro-américaine et en plus homosexuel il peut pas avoir de faiblesse donc il faut toujours qu'il soit strict, droit, fort, badass et c'est en termes de ça qu'ils arrivent à communiquer et à s'entraider tous les deux aussi. Ouais. Et du coup tu en parlais, tu présentais peut-être le capitaine un peu plus. C'est le capitaine le plus cool du monde, je suis désolée, mais le gars il est trop fort, quoi. Amateur d'énigmes, je sais pas, il est coquin, je peux
Je sais pas comment vous présenter Et ça. il est très stoïque. Moi en fait, j'ai pas regardé la série dès le début. J'ai commencé, je crois, à l'épisode 5, quelque chose comme ça. Puis après, j'ai regardé les épisodes que j'avais manqués. C'est ma femme qui regardait et en fait, elle a hurlé de rire à un gag et elle a voulu me le montrer. C'est quand Jack Peralta justement dit au capitaine, il lui dit mais est-ce qu'on vous a jamais dit que vous ressembliez à une statue? Et que du coup le capitaine Holt le regarde et lui répond mais sans bouger quasiment, oui. Et voilà, et c'est vrai qu'il y a ce truc-là. On dirait, il est extrêmement stoïque et on a l'impression que rien ne l'atteint, quoi. C'est ça, c'est trop fort parce que chaque fois on a tous les persos autour de lui qui vont paniquer et lui il reste calme et il arrive à les redresser pour dire c'est bon, allez, on règle tout ça ensemble, mais calmez-vous. Et alors que tous ils sont à deux doigts, genre c'est la fin du monde des fois sur certaines situations. C'est marrant parce qu'il est comme ça, mais après il a des petits trucs genre il a un problème avec le jeu, mais il arrive lui aussi à avoir des extrêmes vraiment. Je trouve qu'avec Rewalt il y a des fulgurances d'humour, mais je pense que c'est ce personnage qui m'a fait le plus rire. Parce il sait pas tout le temps, mais il y a vraiment des moments où c'est ouf les trucs qui sortent. J'ai pas d'exemple précis en tête, mais un autre perso moi qui me fait super rire, c'est le perso de Terry. C'est en gros le père de famille, voilà, qui est tout calme, qui va pas trop sur le terrain parce que il a eu pareil des traumatismes et puis bon, il pense à sa famille et tout, mais en même temps il essaie de se donner un côté super badass, donc il fait beaucoup de muscles. Mais il est super musclé et tout. Ouais. Mais il est complètement fou et ce perso il me fait mourir de rire, quoi. Enfin, j'adore ces flashbacks. Il a passé son adolescence ou enfin une partie de ses études au Japon et il y a plein de flashbacks avec ça qui sont très très marrantes, où il a les cheveux longs et qui lui il est très très grand, je sais pas combien il mesure, mais il est très très grand, et de le voir dans ce monde où c'est un peu plus petit et tout, c'est très drôle. Toi, je sais pas, je veux dire, t'aimes bien ce personnage là aussi ou sans plus? Moi? Ouais, le personnage de Terry, oui, j'aime beaucoup. Moi, il y a eu aussi le running gag sur son amour des yaourts, par exemple, qui est absolument hilarant. Puis c'est vrai, il y a en fait Terry Crews, du coup, ouais, il doit faire dans les 2 mètres. Il est ancien footballeur américain, donc en plus, oui, il a une stature qui est hyper imposante, et à côté de ça il est très gentil en fait. C'est un des persos les plus gentils du commissariat, et il a ce côté vraiment juste bon père de famille, etc. Donc il y a vraiment un décalage entre ce visuel d'une masse immense et son côté très papa poule en fait, qui est ouais, non, il est vraiment super cool comme perso. Et pour la petite anecdote, Terry Crews avait d'ailleurs fait campagne pour pouvoir jouer Luke Cage. Il voulait vraiment le jouer Luke Cage. Bon, c'est pas lui qui a eu le rôle, mais il est très fan de Marvel justement. Bah, franchement, il aurait été mieux que l'acteur qu'ils ont pris. Enfin, moi, alors, je suis pas très fan. Il fait 1m90. 1m90, il faut pas l'embêter alors. Mais il fait plus. quand on le voit, on a l'impression qu'il fait plus. C'est la caméra en fait, ouais. C'est pour ça. Et par contre, juste, je voudrais finir sur les personnages, sur 2 personnages qui, souvent, moi, me les a dépeints de manière un peu négative. C'est Scully et son partenaire, voilà. Où en fait, on me dit, ouais, on en parle en après. Mais en fait, on me dit souvent, mais ils sont nuls, ils servent à rien, ils font que bouffer, c'est grossophobes. Enfin, oui, James, comment tu les trouves, toi? Le défaut de la série, ce côté un peu, il y avait un petit côté grossophobe quand même. Bah en même temps, c'est sûr, moi j'aime pas trop. Il y a beaucoup de gags du gros, parce que ces deux qui sont un peu âgés, qui sont un peu gros, et qui passent leur temps à bouffer, et c'est un peu redondant la série reste très bien, mais si j'avais un défaut à mettre, moi c'est ça que... Ouais, c'est vrai que ce type d'humour, au bout d'un moment, c'est un peu lassant, mais je trouve que dans la série, ça porte quand même quelque chose, ces 2 persos, et je les vois plus, tu vois, comme justement des mecs qui ont déjà tout vu et qui en ont marre et qui ont un peu laissé tomber et du coup qui s'en foutent. Enfin, je sais pas toi, Aurélien, comment tu les perçois, ces 2 persos? J'avais pas forcément pensé à l'aspect grossophobie. C'est vrai qu'il y a un peu ce côté-là. Après, c'est vrai que je trouve que l'humour, l'humour de la série en fait change vraiment d'un personnage à l'autre, et c'est vrai que sur Hitchcock et Scully c'est un humour très, on va dire, physique, premier degré, très assez bas du front, on va dire. Vu que toute la série n'est pas comme ça et que elle est très variée, quand il y a cet humour là, moi ça me fait rire parce que justement ça arrive par touche, ça arrive 1 ou 2 fois par épisode. Du coup ça me gêne pas plus que ça, mais ouais, j'arrive à comprendre
pourquoi on pourrait être gêné par les deux personnages. Ouais. Et au final, on peut dire quand même qu'ils fonctionnent tous ensemble. Il n'y a pas vraiment de perso qu'on n'a pas envie de voir. Je James, vais faire un petit lien avec Hitchcock et Scully. Mm. Pour refaire encore un lien avec Park and Rec, moi ils me font beaucoup penser à Jerry. Et autant Jerry, j'avais un peu le personnage me plaisait pas tant que ça. Et finalement, il a réussi. Enfin, je sais pas si c'est Michael Shore qui. Mais il est attachant, Jerry, moi je trouve. Ouais, voilà. Ouais, au fur et à mesure des épisodes, c'est un des trucs très très forts chez Park and Rec, c'est que l'évolution de chaque personnage est magique. Et le final m'a fait pleurer tellement c'est beau. Ils ont réussi à faire un final parfait pour chaque. On en parlera quand on parlera de Park and Rec. On fera une émission de 10 heures pour parler de Park and Rec, tellement c'est génial. Mais je pense que, moi c'est le défaut de Brooklyn Nine-Nine, mais je pense qu'ils vont réussir à le faire évoluer. C'est pas si dérangeant que ça. C'est le truc sur lequel il devrait travailler. Mais Aurélien il a raison en disant que il y a vraiment des touches d'humour différentes, et quand eux ils sont là, c'est le côté ils sont stupides et en même temps il faut que bouffer, quoi. Je suis d'accord avec toi. On pourrait parler de tous les persos, mais il nous faudrait une émission de 50 heures. Mais par contre, James, tu soulèves un point intéressant au niveau de l'humour. C'est-à-dire, est-ce que ça va être une série qui va avoir un humour de situation, un humour qui va être justement au niveau de l'interaction de ces personnages, ou alors un humour plus physique? James, je sens que tu veux réagir. Ils arrivent à faire, chaque personnage. Pour toi, c'est un mélange de tout. Ouais, il y a un mélange de situations. Il y a beaucoup de punchlines. Jake balance des punchlines tout le temps. Boyle fait il y a beaucoup de trucs de situation avec Boyle parce qu'il fait des conneries. Après, on disait. Au niveau de l'humour Hitchcock physique. et Scully qui est un peu plus. Pipi caca, peut-être des fois. Ouais, voilà. Ouais, non, Gina, c'est encore autre chose. C'est vrai que tous les personnages ont un peu leur game d'humour, et ça permet du coup. En fait, je crois que c'est aussi une des forces de la série, c'est que du coup, on n'est jamais lassé par l'humour parce qu'il est très très varié au bout du compte. Voilà, au sein d'un épisode, on va avoir des gags très différents dans la manière d'être amené entre les dialogues, la situation, un humour physique. Ouais. En fait, du coup, est-ce que vous pensez qu'on peut voir ça comme un humour qui est finalement plus moderne parce qu'il arrive à prendre un peu tout ce qui était bien dans le passé? C'est-à-dire, quand on parle des anciennes sitcoms et autres, c'est souvent, ça va être souvent un humour, qui va passer par des punchlines ou un humour de situation. Et là, le fait d'avoir justement plusieurs types d'humour mélangés, est-ce que vous verrez ça plutôt comme une évolution ou plutôt quelque chose qui serait adapté à notre époque? James, tu veux réagir? Mais en fait, une des forces de la série, c'est que tous les acteurs, les trois quarts, ils viennent de l'humour. Andy Samberg, c'est quelqu'un qui connaît l'humour. Il vient du SNL, il a écrit des sketchs. C'est-à-dire qu'on a des gens, comme tu dis, qui ont fait des planches, qui ont fait du stand-up. On a des gens qui viennent de comédie. Ouais. Oui, mais je veux dire, c'est des gens qui ont réfléchi à ce qu'ils font, et je pense que ils arrivent à évoluer, et c'est pour ça que la série, il y a vraiment pas de perte de vitesse. Il y a aucun moment où on se dit. Moi, je pense que c'est vraiment des gens qui ont réfléchi à ce qu'était l'humour et vers quoi ça devrait aller, et le fait que ils arrivent à toucher un peu toutes les sortes toute la palette de ce qui est drôle, c'est ça qui est bien, quoi. Et en plus, j'ai l'impression que par rapport à justement la réflexion sur l'humour, il y a évidemment ce débat qui est entre guillemets permanent et qui est très dur à conclure d'une certaine manière sur l'humour qui parfois peut être oppressif, justement. Alors on parle de grossophobie là-dessus, peut-être qu'il y en a un peu, mais sinon c'est vrai que je trouve qu'il y a une vraie réflexion sur il y a plusieurs il y a entre autres le personnage du Captain Holt, mais il y a d'autres personnages qui vont être de la communauté LGBT, et il y a pas de blague homophobe, il y a une vraie réflexion là-dessus, sur même sur avec les personnages noirs, etc. Il peut avoir de l'humour lié à ça, mais qui va jamais être un humour oppressif ou des choses du genre. Et on sent, je trouve qu'il y a une vraie modernité dans l'écriture vis-à-vis de ça. Ils savent qu'ils écrivent au 21e siècle, ils savent qu'ils ont envie de faire rire, mais qu'ils n'ont pas envie de faire rire aux dépens des minorités. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne.
Moi, j'ai un exemple qui me vient tout de suite quand tu me parles de ça. Je sais pas si tu te souviens de cet épisode. Je spoil. Enfin, c'est juste une situation. Il y a un moment où Terry est chez lui et je sais plus s'il déménage un truc ou s'il marche juste dans la rue. Et en fait, il va se faire. Il est pas habillé en flic et il va se faire arrêter. Je voulais en parler après sur les thématiques. Et moi, je trouve que cette situation, donc ça parle de racisme. Du coup, c'est un flic blanc qui va l'arrêter et qui va le saquer en fait, juste parce que il est dans un quartier blanc. Et que lui il est noir, donc forcément il va il est dans un quartier familial, un peu pas huppé, mais un petit peu voilà, un peu au-dessus. Et du coup, là, il y a toute une situation qui va se créer autour de ça. Et finalement, la situation, elle est pas si drôle que ça. Et ils arrivent à avoir une réflexion autour de ça qui est vraiment très belle. Moi, je trouve la conclusion, je vais pas dire la conclusion de ce qui arrive dans l'épisode, mais moi, j'ai trouvé ça vraiment très beau. J'ai trouvé que c'était vraiment très intelligent ce qui était dit. Et c'est une des forces de cette série, quoi. Ils arrivent à aborder des thèmes vraiment, vraiment cool. C'est clairement un épisode, c'est peut-être l'épisode le moins drôle de la série pour le coup, parce qu'il est hyper sérieux et je trouve que d'ailleurs c'est assez gonflé de se dire, on a envie de parler du mouvement Black Lives Matter et des violences policières envers les Noirs et de ce genre de sujet, et du coup on va faire un épisode là-dessus et vu que c'est un sujet hyper sérieux et hyper touchy et où on peut pas faire des grosses vannes dessus, on va être moins drôle et on accepte d'être moins drôle durant un épisode, mais parce que on fait une comédie policière avec des noirs en 2017 et que éviter le sujet en fait ce serait un petit peu lâche d'une certaine manière, et je trouve que c'est vrai que d'aborder ce sujet frontalement et en plus en acceptant d'être moins drôle, ce qui pour une comédie est toujours risqué, c'était très gonflé, et c'était vraiment un superbe épisode. Surtout que c'est un cop show, donc ce serait dommage qu'ils parlent pas de ça. Ouais, complètement. C'est clair. Non mais c'est ça. Mais en fait la série pour moi c'est une illustration on peut rire de tout, mais quand on le fait avec intelligence et réflexion. Comme tu le disais, sans le rire aux dépens des autres, quoi. Ouais. Donc c'est ça enfin moi c'est ça une des forces qui m'a touché, et comme tu l'as dit James, par le biais de l'humour, on parle de sujets très graves, tu viens de donner un excellent exemple, et la série en manque pas, on a beaucoup, on a parlé du racisme, l'homosexualité, il y a quand même des épisodes assez intéressants dessus, notamment par exemple dans la dernière saison, je ne vous spoilerai pas sur qui ça arrive, mais il y a un personnage en gros qui fait son coming out, et on voit comment c'est traité par rapport vis-à-vis de ses collègues, vis-à-vis de sa famille. Et pareil, l'épisode, je l'ai trouvé très touchant, mais en même temps, il y avait de l'humour aussi, mais ça passait, ça accompagnait le thème. Oui, James, tu voulais réagir. En parlant de trucs touchants, c'est pas un thème de société ou quoi que ce soit, mais je trouve qu'encore une fois, comme la romance Jim Pam peut être une des plus belles romances pour moi, et encore j'ai pas vu la fin de The Office, donc ah non mais laisse tomber, tu vas voir la fin. Pour moi, n'ayant même pas vu la fin, c'est une des plus belles romances de l'histoire de la télévision. Je trouve que je vais pas spoiler parce que pour les gens qui n'ont pas vu encore, ça peut être. Il y a une romance, je vais pas dire entre qui et qui, et je trouve qu'elle est vraiment bien traitée, que ça aurait pu être un moment un peu clair de lune, donc parce que les deux personnages vont se tourner autour pendant très longtemps et vont se mettre ensemble, et pour les gens qui connaissent Clair de Lune, c'est le moment où il y avait tellement peu d'alchimie entre les personnages dans ces séries, donc la série Clair de Lune avec Bruce Willis. C'est surtout que c'est pas une histoire d'alchimie, c'est une histoire qu'en fait il y avait plus d'intérêt à la série, tu vois. Ouais, mais moi j'avais entendu, non, les deux acteurs ne pouvaient pas se blairer dans la vie, et dans la série ça fonctionnait. C'est juste qu'une fois qu'ils se sont mis ensemble, en fait les gens ils s'en foutaient parce qu'en fait ils regardaient pour ça. Ouais, ils ont arrêté de regarder la série parce que les deux personnages s'étaient mis ensemble. Il y aurait pu avoir ça et ça aurait pu être un peu moins bien, comme par exemple, je trouve que dans Castle, alors dans Castle, tu vois, je suis pas d'accord. Dans Castle, une fois qu'ils sont mis ensemble, c'est pas le fait qu'ils soient ensemble que ça a détruit la série, c'est leur fil rouge qui était très mauvais. Ils sont arrivés à la fin d'un truc et ils sont partis dans des. Donc là, c'est pas pareil, c'est un contre-exemple. C'est pas grave, en plus ça spoil Castle, on s'en fout. Non, mais Castle, de toute façon, on s'en doute que c'est pas ça le plus important. En tout cas, je trouve que ça a été bien fait, l'évolution est bien, la romance continue, elle continue, ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble là? Ça fait une saison ou deux, non? Je ne dirai pas parce que tu vas spoiler après. Ok, bon, ça fait un moment qu'ils sont ensemble et je trouve ça toujours beau, excusez-moi, et vraiment, je trouve que c'est une des réussites de la série.
Ouais, c'est tout à bien fait. traité, quoi. Mais je trouve que les sujets réalistes, que ce soit l'histoire d'amour, le coming out d'un personnage, le passé de Holt, parce que c'est vrai, je sais pas si on l'a vraiment dit, mais en plus il a fait son coming out dans les années 70, donc dans la police dans les années 70, quoi. Donc c'est voilà, ou même il y a un personnage qui adopte, et en fait on a plein de sujets comme ça très réalistes et très d'actualité ou voilà qui sont très bien traités et finement, pas du tout avec lourdeur. Et le couple C'est ça. le couple Ray le couple Ray Holt et son mari, je sais plus, qui s'appelle James, je crois aussi. Kevin, non c'est pas il Kevin, s'appelle. ouais, c'est Kevin. En fait, tu te projettes. Je me hein. projette. Tu veux me tromper avec le capitaine Holt, Je sais ça plus pourquoi Qui ne voudrait pas? Bon, en même temps, je te pardonne si c'est Ouais, avec lui, voilà, c'est bon. donc Oui, leur couple, tu disais. le couple Kevin et Ray Holt et Kevin est vraiment très cool, je trouve très très bien. Ils arrivent à être très très drôles et notamment avec leur petit chien qui s'appelle Cheddar qui est Mais tu vraiment vois aussi, il y avait un truc intéressant, c'est que quand on découvre le mari, justement, il y a un épisode sur le snobisme, à savoir qu'en gros, voilà, c'est un gars, il est professeur, enfin, et tout, et en fait, le mari avait peur qu'il juge mal les gens de sa brigade et tout, parce que justement, ce sont pas des intellectuels, et je trouve ça super intéressant d'avoir un épisode justement comme ça sur le snobisme de certains. l'épisode où ils font la qui fête traitent là, mal. c'est la fête chez eux et qu'ils essaient de s'incruster, il est magique. Ah cet oui, épisode. bah ouais, aussi celui-là, ouais, il y a plein de choses comme ça. Puis même, on parlait de sujets un peu voilà touchants, il y a plein de fois où les persos vont me toucher, par exemple, comme tu disais, l'histoire de Jake, comme on voit, il a des soucis avec son père et tout, puis la relation qu'il a avec Holt, il y a plein de moments où ils sont très complices et tout. Moi, des fois, je me suis retrouvée des fois à avoir un petit peu la larme à l'œil, enfin, être super touchée par ce qu'on voyait. James. En parlant du père, tu me pensais à un autre lien avec Star Wars. Oui, Le père de Amy, oui. c'est le père de Leia, enfin le père Oui, de Leia. c'est. Ah oui, t'as c'est celui qui joue Organa. Ouais. Bail Organa, ouais. Et qui est en ce moment, enfin jusqu'à présent en tout cas, dans la série of To Get Away with Murder, dans un rôle de merde, bizarrement, mais j'étais très déçue. Son rôle à lui est très, enfin l'acteur est très cool Ouais. dans Brooklyn Nine-Nine. Mais l'acteur, j'aime beaucoup l'acteur, franchement, il a un côté sympathique, tu vois. C'est un peu comme The Rock, quoi. Tu le mets n'importe où, t'es trop content de le voir, quoi. Donc là, on peut mettre du lien avec Star Wars encore une fois. Mais d'ailleurs, la série, on l'a pas dit, elle a beaucoup de guests sympathiques. On a même eu Ron Swanson dans un épisode. Ah oui, c'est vrai. Magnifique. Hein. On a eu aussi Machete dans un épisode. Il y avait Patton Oswalt aussi. Exactement. Il y avait Cathy, comment ça s'appelle, Cathy, celle qui fait la mère là. Cathy Sagi, Segal, celle qui est dans Son of Anarchy. Ouais, voilà, et dans Marier deux enfants, que j'aime beaucoup, voilà. Qui était et on l'a dans pas dit, Lost. c'est un spin-off, c'est dans le même univers que New Girl. D'ailleurs, il y a eu un petit crossover, voilà, entre les deux séries. C'est un peu moins bien. Moi, j'ai eu du mal. J'aimais bien les premières saisons, mais sur les dernières, Alors, tu vois, là, la différence, on va pouvoir faire une différence au niveau de l'humour, c'est que je trouve que New Girl, ça parle beaucoup, et au bout d'un moment, je suis saoulée. Je sais pas si ça vous fait pareil, vous aussi. Alors, New Girl, moi, je trouve que c'est vraiment du hit or miss. Il y a des épisodes ou des morceaux de saison vachement bien et d'autres vachement moins bien. Et c'est vraiment très variable en qualité, là où justement Brooklyn est beaucoup plus stable. Peut-être justement parce que la variété de l'humour de Brooklyn fait que on va être moins facilement disons que s'il y a un type de gag qui va pas marcher, celui d'après va sans doute marcher, alors que New Girl, vu que c'est vrai sur l'écriture des dialogues ou des situations, dès qu'il y a une situation qui fonctionne pas, ça va durer sur tout l'épisode et ça va faire un épisode médiocre. Alors ensuite, un autre petit point, une petite question, parce que dans les choses négatives que j'ai lues autour de la série, parce qu'il y a quand même des gens qui sont pas très fans, le fait qu'on ait parlé des thèmes qui ont été abordés, qui sont un peu plus difficiles, un peu plus tragiques, il y a beaucoup de gens qui trouvent que ça fait cliché, que ça fait limite genre on en parle pour faire style parce que ça fait bien. Est-ce que vous avez justement cette impression qu'ils en parlent comme ça, ou est-ce que vous pensez que c'est vraiment des choses dans l'ADN de la série? Pas sûr que c'est dans l'ADN de la série. Le fait que un des personnages principaux soit gay, et que c'est ouvertement dit dès le premier épisode, donc je pense que ça a été réfléchi dès le départ. Et pour le coup, si on prend l'ensemble des séries de Michael Schur, et du coup pas celles sur lesquelles il a travaillé, mais celles qu'il a créées, donc Parks and Rec, Brooklyn Nine-Nine et The Good Place, on voit bien que même le choix des acteurs, on est globalement sur une grosse
diversité. On est sur des acteurs déjà beaucoup de femmes, souvent des minorités, pas toujours les mêmes minorités, etc., etc. Et c'est vrai que on voit qu'il y a une vraie volonté de présenter de la diversité et de s'inscrire en fait dans le 21e siècle. Et du coup, rien qu'au niveau du choix du casting, j'ai cette impression, donc dire que ça se raccroche au sujet par opportunisme, ça me semble une critique un petit peu fausse, parce que ça va un peu au contraire de ce qu'on voit sur l'ensemble des séries sur lesquelles il travaille. Je suis tout à fait d'accord. Une petite pique au lecteur de comics où on est au contraire de ce que fait Marvel avec ses séries. C'est-à-dire qui fait des séries comme Miss Marvel ou qui choisit un personnage pour faire. Ah, tu veux dire sur les séries papier, enfin les séries comics, pas les séries télé, ok. Alors je suis complètement en désaccord avec ça aussi, mais on va éviter je pense de partir dans un débat de 9 heures. Non mais James aime bien être un petit coquin. C'était un petit troll. Il aime bien être coquin, mais il faut pas prêter attention. On va se fâcher là. Non, mais faut pas écouter. Il a essayé d'embêter Tom de Star Wars en direct aussi, ça a pas marché alors. Faut pas l'écouter. C'est mon côté DC sexuel qui parle. DC sexuel maintenant, carrément. J'ai de plus en plus peur, hein. Ouh là là, James. Du coup, j'ai envie de vous demander, au niveau de la série, est-ce que vous pensez qu'au fil des saisons, elle arrive bien à se renouveler, ou est-ce qu'au bout d'un moment, vous pensez que ça tourne en rond? Quel avenir vous voyez pour cette série? On va demander à notre invité. Alors, vu que je trouve qu'ils arrivent à modifier quand même le background de certains personnages, alors, on a parlé d'un coming out, on a parlé d'une adoption, on a parlé d'une mise en couple, etc. On voit que du coup les personnages évoluent au sein même de leur vie, donc ils arrivent à renouveler l'humour aussi grâce à ça. Donc pour l'instant, il n'y a pas on n'a pas je trouve de date de péremption qui apparaît. On sait bien que sur une comédie, quand on commence à arriver vers la dizaine de saisons, c'est toujours très dur. Donc pour l'instant, on en est encore un petit peu loin. Donc je pense que il y a encore de la marge pour faire quelques saisons sans le moindre problème. Parks, c'était 7 saisons, si je dis pas de bêtises, comme ça. C'est pas 8. Je sais pas. Bon, après, elles étaient un peu plus courtes en plus, je pense, en tout cas certaines. Donc voilà, mais en tout cas, 7 ou 8 saisons pour Brooklyn Nine-Nine, sans problème. Se dire 3 saisons de plus, oui, j'arrive à me projeter là-dedans sans le moindre problème. Ok, James, toi tu voulais réagir, il me semble. Je pense que après je sais pas sur les séries où il a. Ah tiens, je viens de le voir en fait. Le pilote a été réalisé par Phil Lord et Chris Miller, je savais pas. Ah bah. Okay. Ah ouais. Les gens derrière Lego Zombie. La seule chose que j'aurais aimé d'eux, c'est bien. Ils ont fait quoi d'autre? Ils ont fait un truc pour. Ils ont fait 21 Job Street et 22 Job Street. 21 moi je trouve très cool. Alors moi je trouve que c'est une très mauvaise adaptation de la série, mais ça c'est mon avis, personnel. On en parlera dans un autre sujet. Du coup, James, si tu voulais réagir. On prend les séries de Chris Shore, on voit Michael Shore. Michael Shore, n'importe quoi, moi et les prénoms. Je trouve qu'il arrive à finir ses séries quoi. Enfin, Park and Rec, je le redis encore une fois, je pense que c'est la meilleure fin possible qui a été faite. The Office, d'après ce que tu en dis. Alors les 2 dernières saisons de The Office, elles étaient un petit peu moins bonnes que les autres, mais c'était quand même correct. Enfin, non, mais moi après je suis assez d'accord avec ce que vous dites. Je trouve que la série jusqu'à présent elle arrive bien à se renouveler, et je trouve qu'elle s'améliore de saison en saison. Ils sont de plus en plus pointus sur l'humour. Il y a un bon timing. Les persos ça fonctionne bien. Moi c'est vraiment, je me sens bien dans cet univers. Et c'est vrai que je suis triste quand l'épisode finit à chaque fois. Et après la Fox elle a plus tendance à annuler des séries qui sont bien plutôt que en continuer des. Enfin, quoique ils continuent les Simpsons encore. Alors. Les Simpsons, c'est vrai que par exemple un exemple de série comique qui aurait dû savoir s'arrêter. Les Simpsons, je pense que. Mais ils sont à combien? 25 saisons, c'est ça, les Simpsons? Ouais, un truc comme ça. Ils sont revenus pour au moins 2 saisons, il me semble. Ouais, mais
Ça fait combien de temps que c'est plus drôle 10 saisons au moins. Ça veut dire quand même qu'ils en auraient fait 15 de très drôles. De trop, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais je trouve que quand même Brooklyn Nine-Nine, alors ça c'est une des dernières questions que je vais vous poser, je trouve que quand même la série elle arrive bien à se démarquer des autres offres de séries sitcom comiques qu'on nous propose en ce moment. Bon, à part The Good Place qui est... Mais je pense que c'est le meilleur cop show drôle. J'ai jamais vu aucun autre cop show aussi... Ouais. À part Psych peut-être. Ouais, Psych, ouais. Mais après, tu vois, moi je parlais d'Angie Tribeca, j'ai abandonné un peu à la saison 2 parce que déjà je l'avais trouvé en dessous de la 1. C'est genre en gros ils avaient fait tout ce qui était possible dans le style qu'ils ont choisi, et je trouvais que la deuxième saison ils avaient du mal à se renouveler justement, tu vois. Mais du coup c'est pas que de la du coup pour c'est pas que de la parodie, du coup ça va. Angie Tribeca c'est vraiment. Ah non mais Angie Tribeca c'est vraiment de la parodie pure. Je te dis comme les y a-t-il un flic pour sauver la reine, y a-t-il un pilote dans l'avion, enfin les grands classiques de la parodie. Du coup ils vont plus loin que la parodie, je trouve. Ouais, mais c'est à la fois un cop show et à la fois une comédie. Et ça me fait penser par exemple à Shaun of the Dead, qui est à la fois une comédie et à la fois un film de zombies au premier degré. Et là c'est un peu pareil, je trouve qu'on a à la fois un cop show premier degré et à la fois une comédie. C'est ça prend tous les codes des deux genres, ça les digère bien, ça réfléchit autour et ça nous renvoie... Je viens de penser à tout à l'heure tu disais que tu voulais nous demander à la fin les séries... Oui, mais j'allais y être bientôt. Je viens de penser à une série que je viens juste d'y penser, c'est ce qu'Aurélien vient de dire, il vient de me faire penser. Vas-y, dis. À la série que tu vas dire après. Ouais, voilà. Oui. Ah bah alors, attends, personne quelques secondes. Bah, du coup, juste pour conclure, donc vous êtes d'accord avec moi, vous conseillez cette série, vous conseillez aux gens de la regarder, on est tous d'accord. Il y a Eva Longoria dedans. Oui, j'ai un œil sur le. Mais oui, elle fait un guest à un moment. Oui. Elle sort pas avec Peretta à un moment. Ah oui, c'est vrai, c'est une avocate. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est une avocate. Ouais, bah elle est très très Eva Longoria. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui a beaucoup de second degré. Moi, j'aime bien l'actrice, quoi. Et d'ailleurs, il y a un des personnages de The Office aussi qui fait. Ah oui, le voleur de Pontiac. Ouais, voilà, ouais. Ouais, il est trop cool. Qui est pareil dans les running gags, un peu comme les épisodes d'Halloween. Les épisodes avec lui, ils sont absolument géniaux, quoi. Puis il y a cette histoire d'amour entre justement lui et Jake en quelque sorte, quoi. Ouais, cette bromance absolue. C'est juste génial. Enfin bon, vous l'avez compris, c'est vraiment une série qu'on vous conseille. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose pour conclure un peu tout ce qu'on a dit? Ouais, je tiens à dire, c'est une série qui fait du bien. Un peu comme Park and Rec, c'est une série vous allez mater et ça va vous faire du bien. Si vous êtes déprimé, ça va vous donner de l'énergie. Et je trouve que c'est bien d'avoir ce genre de série. C'est cool et ça fait du bien d'avoir ce genre de show. Merci James. Aurélien? Mais en fait, James a mis le doigt dessus. C'est vraiment ça. C'est une feel good série. À la fois on rigole énormément et c'est vrai, on est content de retrouver les personnages. On en a parlé plusieurs fois en disant qu'il y avait cet ensemble de personnages qui fonctionnait très bien. Et c'est vrai que c'est une vraie joie de retrouver les personnages et de les retrouver tous. C'est vrai, on est là, il y a machin, etc. Ah oui, il y a tel guest qu'on n'a pas vu depuis 3 épisodes qui vient de revenir, etc. Et c'est vrai que il y a un côté comme ça qui est vraiment c'est un bonbon, cette série. C'est ça, ouais. Justement, le fait que par exemple on n'ait pas eu le perso de Gina, de Gina pendant quelques épisodes parce qu'elle était en congé maternité, l'actrice, et c'est vrai qu'elle manquait, elle était triste. Son retour est magnifique. C'est ça, et quand elle est revenue, c'était genre l'événement, c'est la DS est revenue, tu vois, trop. Mais à l'image de Park and Rec où quand on voyait les aventures de Leslie Knope, on avait envie de se lancer dans des trucs et de faire même d'aller faire des élections, ce genre de trucs. Quand on regarde on a envie d'être Nine-Nine, à la fin, on a envie d'aller mener des enquêtes et puis avec eux. je trouve que la série aussi, moi, on parle beaucoup, tu vois, de féminisme en ce moment, et je trouve que les persos féminins qu'il y a dans cette série ou comme dans Parc Récréation, c'est des persos qui sont super forts, qui donnent des bons exemples, qui sont très positifs. Et moi, je trouve ça bien. Je trouve qu'ils sont inspirants, ces persos. Et en plus, je trouve que il y a un truc qui est vraiment bien fait, c'est que c'est pas juste des personnages forts, c'est des personnages forts, mais aussi avec des faiblesses. Et je trouve que justement, ils ont plein de facettes différentes. Et c'est là où je trouve qu'ils sont très bien écrits, c'est que il y a pas le personnage féminin fort. Non, c'est un personnage féminin hyper bien écrit, et au même titre que les personnages masculins. On sent vraiment un amour dans l'écriture des personnages. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et il y a une vraie évolution dans les personnages. Ouais, aussi. C'est ce qu'on a dit, James. C'est bien ce qu'on dit depuis. Excusez-moi. C'est vrai qu'ils évoluent tous, ils grandissent en quelque sorte, et nous aussi on grandit avec eux.
aussi, on peut dire ça. Donc, Ouais. non, mais c'est vraiment une série qui fait du bien, comme tu as dit, James, et qu'on vous conseille. Et justement, si on a déjà vu la série, qu'est-ce qu'on peut regarder pour s'occuper? Est-ce que vous avez des séries dans le même style à nous conseiller? Alors, j'ai demandé à notre invité. Bah, ça va être récurrent avec tout ce qu'on a dit durant l'heure, mais les autres séries de Michael Schur, The Office, alors avec plus de gêne justement quand même que Brooklyn Nine-Nine, Parks and Rec, et s'il y en a qui n'ont pas encore vu The Good Place, on a aussi cet équilibre parfois un petit peu instable entre humour et réflexion un petit peu plus creusée, on va dire. Ouais, et puis on a des personnages qui sont attachants, qui sont complètement, dire complètement débiles pour certains, mais moi je me suis vraiment attaché à eux, je les adore. Et alors, il faut absolument aussi que je conseille, on est un peu quand même dans la même veine, et voilà, et c'est juste que c'est ma série coup de cœur absolue de la dernière année, Crazy Ex-Girlfriend, qui est tu la voles à Faye, elle voulait en parler. Ah, j'adore cette série. Voilà, mais je l'aime d'amour cette série. Oui, voilà, en fait, j'ai appris qu'on pouvait être amoureux aussi d'une série et pas que d'un être humain. Et c'est avec Crazy Ex-Girlfriend. Ah mais moi ça m'arrive souvent. Vous avez la même truc, moi j'arrive à la saison 1 et mais je t'ai dit la saison 1 elle est un petit peu moyenne, mais quand tu vas à la 2 et que tu vois un certain événement, arrête de me teaser mon truc là. Il y a un truc qui se passe en début de saison 2 que tu t'y attends pas, et là j'étais trop à fond. Et puis c'est surtout l'histoire d'un parcours d'une femme qui apprend à se découvrir, qui apprend à faire face à ses problèmes. Enfin il y a plein de choses super profondes et intéressantes. L'actrice et les chansons sont cool. Même moi qui aime pas trop les comédies musicales, c'est vrai que c'est. Non mais franchement James poursuit. Regardez cette série, ça vaut, c'est sympathique. Mais moi je vais vous conseiller une série qui est vraiment mieux. Le troll. Qui est vraiment mieux, vraiment. À la base je voulais parler de Parks and Rec parce que c'est Ouais, dans 4 épisodes, tu viendras pleurer que t'as vu Crazy Ex-Girlfriend. Vous êtes amoureux de Crazy Ex-Girlfriend, moi je suis amoureux de Leslie Knope et de Andy Dwyer et de Chris Pratt par extension, parce que même Peter Quill est un des meilleurs personnages. Gardien de la Galaxie est un de mes films préférés de tous les temps, même si je suis DC sexuel. Comme bon, on a fini là, tu continues ton histoire. Je vais vous conseiller une série anglaise qui s'appelle Wrong Men. Qui est un peu dans le même délire que Brooklyn Nine-Nine, parce que c'est pas vraiment une enquête. En fait, c'est l'histoire d'un gars qui bosse, je crois que c'est au Pays de Galles, qui va assister quand il est à pied sur le chemin de son travail. Il va assister à un accident de voiture. Donc il va assister à l'accident de voiture. Il va appeler les secours. Et quand les secours sont partis et qu'il reprend son chemin pour aller à son travail, il va voir que la personne qui était dans la voiture, qui a eu son accident de voiture, a perdu son portable. Donc il se dit je vais garder ce portable et je vais aller le donner à la police. Mais il n'a pas le temps de le faire. Et du coup il va rentrer, il va aller à son travail, et là le portable va sonner, et c'est là où commence le twist de la série, c'est qu'il va répondre au téléphone, et en fait le mec qui partait dans sa voiture avait dans sa voiture une mallette avec plein de billets, parce que sa femme venait de se faire enlever, et au lieu de juste dire je vais appeler la police, il se fait passer pour le mec et il va essayer de délivrer cette femme, et ça va partir en couille totalement. Entre lui et un autre personnage qui est joué par merde, comment il s'appelle, celui qui a un late show maintenant. Oui, qui était dans Doctor Who aussi. Ouais, c'est lui qui fait les carpools. Oui. Putain. Bon, cherche le nom et dis pas des gros mots s'il te plaît. Bon, pendant que tu cherches. Bon, alors, pendant que tu cherches, moi au départ, je voulais aussi citer Crazy Ex-Girlfriend, mais il y a une autre série qui a commencé cette année. Bah oui, mais c'est pour meubler le temps que tu cherches, tu nous diras. Et moi, James sinon, Corbin. série... Ouais, c'est James Corbin, voilà. Bon, alors vas-y, alors finis, moi je reprends sur autre chose. Un espèce de comment expliquer, parce que c'est compliqué. Enfin, il va y plein d'avoir de liens avec la mafia, après avec la CI, enfin les services. Disons que ça joue aussi sur les codes des films d'action. Et en même temps de la comédie. Ouais, en fait c'est pas vraiment une parodie, c'est vraiment dans le même délire. Non, c'est pas une parodie, c'est que ça joue avec les codes. C'est un film d'action très drôle qui dure 20 minutes, et moi j'ai un peu l'impression c'est Michael Bay qui rencontre Edgar Wright et qui font un film ensemble. Ça s'appelle Hot Fuzz alors.
Non, ça va un peu plus loin que ça. Ouais, Et moi, je vous conseille vraiment cette série parce qu'elle est pas trop connue. Il y a que 2 saisons. C'est avec des acteurs exceptionnels. Déjà, c'est une série anglaise, donc forcément, les acteurs anglais sont géniaux. Et l'autre acteur qui avait lui, il faisait pas un nain dans le Hobbit? Peut-être. Faudrait que je vérifie. En tout cas, James Corden est vraiment très très drôle. Toute la série est vraiment très très drôle. Alors regardez-moi, faut qu'on en parle un jour dans Geek en Oui, série. on en parlera soit en cool. vidéo, soit en podcast. Et moi juste, je vais conseiller une nouveauté qui a commencé donc en octobre dernier, qui est en pause pour l'instant. C'est la série Ghosted, qui a été créée par Adam Scott, qui était dans Parcs et Récréation. Et dedans justement, on retrouve le gars dont on parlait tout à l'heure, qui était dans The Office et qui joue de temps en temps dans Brooklyn Nine-Nine. Et en gros, la série, c'est un gars qui bosse dans une librairie et apparemment sa femme a été enlevée par des extraterrestres. Et de l'autre côté, il y a un autre gars qui bosse en fait dans la sécu d'un centre commercial, et en fait tous les deux ils se trouvent emmenés dans un espèce de centre bizarroïde qui est dirigé par l'actrice qui jouait dans Profiler, et en gros elle leur demande de les aider à résoudre des affaires un peu bizarroïdes. Donc on pourrait dire que c'est un peu un mélange de X-Files avec un côté cop show et une ambiance très années 80 quoi. Enfin, je sais pas si tu avais déjà vu le pilote, il me semble, James. Toi t'avais pas trop accroché je vais écouter, de Ghosted. Ghosted, ah oui, j'ai regardé le pilote, oui, c'est avec le mec de. Oui, parce que je viens de dire. J'ai regardé super drôle. J'ai regardé le pilote et j'ai pas trop accroché en fait. Ouais. Mais moi je trouve ça super drôle. Il y a vraiment un humour. Ouais, il y a un peu un humour aussi Scooby-Doo. Enfin, il y a plein de mélanges dans cette série. Ouais, il y a un petit Il y a plein de trucs pop culture et franchement, je me marre beaucoup à chaque fois, et surtout à cause des 2 acteurs principaux qui fonctionnent super bien ensemble. On en a un qui essaie de garder un flegme, rester calme et tout, et l'autre qui est complètement hystérique par moments. Enfin, je trouve qu'ils se marient bien et franchement, c'est une des nouveautés de cette année que j'ai préférée. Donc je pense que ça a été renouvelé, je suis pas sûre. En tout cas, ça passe sur la Fox aussi. Petit erratum, non, il jouait pas de. Mais c'est Matthew Benton. Ah, c'était pas lui, parce qu'il ressemble, c'est pour ça. Non, il joue pas dans The Hobbit. J'étais pas sûre. Merci, James. De rien. Voilà. Bon du coup on est arrivé au bout, c'était quand même une bien belle émission, j'espère qu'on vous aura donné envie de découvrir la série, chers auditeurs. Si vous la connaissez déjà, comme d'habitude, on vous invite à venir en discuter avec nous via les réseaux sociaux ou via un email par exemple si vous voulez. Donc sur les réseaux sociaux, sur Facebook c'est Geek en série le podcast, je précise, toute autre page n'est pas la bonne. Voilà. Sur Twitter, alors cette fois-ci on va bien le dire parce que chaque fois on se trompe, c'est Geek en série, alors le tiré du bas RCM sur Twitter. Je vérifie. Non mais c'est sûr, c'est ça. Et le mail, James, si tu veux le donner. C'est geekenserie.rcm@gmail.com. Voilà, et puis aussi donc sur iTunes nous laisser un commentaire et des étoiles si vous voulez discuter de la série, nous encourager ou autre. Et du coup sur YouTube maintenant, je peux laisser les commentaires. Sur YouTube aussi, oui, quand on aura mis les émissions, vous pourrez également commenter. Et du coup, on remercie Aurélien d'avoir participé à cette émission, c'était très intéressant et on a passé un bon moment avec toi. Merci de m'avoir invité. De rien, ça nous fait plaisir. Et si jamais nos auditeurs ont envie de venir discuter avec toi ou de suivre ton travail, si tu veux en profiter. On me trouve facilement sur Twitter en tapant Aurélien Vives, du coup. Voilà. Et sinon, on mettra le lien dans la description. Dans les comics Marvel publiés par Panini Comics. C'est moi qui écris souvent les éditos. Ok. Et dans le Star Wars Insider. Et dans le Star Wars Insider aussi, le magazine officiel de Star Wars. Ok, voilà, encore de la bonne lecture. D'ailleurs, je vous conseille parce que vraiment le magazine, il est sympa. Ouais, tu l'achètes aussi. Ouais, attends, fan de Star Wars, je suis un peu obligée. Je t'explique un peu la vie, tu vois. Le porte-monnaie, c'est très dur pour moi, mais c'est pas grave, c'est du bonheur. On va se retrouver du coup, chers auditeurs, dans 15 jours. Là, on parlera d'une série de science-fiction. Il s'agit de Star Trek Discovery. La saison 1 est terminée. On va faire un petit bilan, voir avec vous si c'est bien, pas bien. Donc ça va être intéressant et on devrait avoir un invité, mais pour l'instant, c'est mystère. J'ai vraiment hâte de cet invité, je suis vraiment très content d'avoir cet invité. Oh là là. J'espère qu'on l'aura. On verra. Si ça se trouve, t'as dit ça, tu vas te porter malheur. Ouais, j'espère pas parce que c'est vraiment. Ouais. Mais si j'ai pas le droit de le teaser, mais c'est vraiment un invité que j'adore. Bon, si vous nous écoutez sur Radio Campus, après cette émission, vous allez donc retrouver à nouveau James pour sa propre émission Comics Discovery qui nous parlera de je ne sais pas quel comics. C'est quand qu'on passe c'est dans une semaine. Je crois dans une semaine. c'est Deathstroke. On va parler de Deathstroke Rebirth. D'accord, Deathstroke Rebirth. Ok, très bien. Et puis on va mettre une petite musique pour vous faire patienter. Je sais pas encore laquelle. Ça on laissera Aurélien choisir une musique. Voilà, si Aurélien veut choisir une musique, tu nous diras. Très bien.
Allez, dans 15 jours, chers amis. Et puis en attendant, venez parler de séries avec nous. Vous savez, on adore ça. Allez, ciao. Bye.